Bonjour. Bonjour. On va inaugurer aujourd'hui une série d'entretiens sur le progrès. Je suis avec Jean-Pierre Bresse, ancien géologue à la Mure, hein, tu as travaillé Ouais, dans la mine. la mine de charbon d'anthracite. En 2018, Jean-Pierre, tu as sorti ce livre Repères en terrain effondré. On retrouve le géologue et donc le travailleur des mines. Et on s'est dit que parler du progrès, c'était fondamental parce que ce qui caractérise la période que nous vivons, c'est justement une sorte de vertige sur notre avenir le plus proche. Oui, c'est le cas de le dire. Où est-ce qu'on va? L'effondrement annoncé, hein, les collapsologistes, avec la tentation ou l'attrait pour des retours à des vies plus anciennes, même au niveau religieux ou au niveau écologique. Alors, tu dis, Jean-Pierre, que l'Ancien Testament, le judéo-christianisme sont reliés à l'idée de progrès. Pourquoi? Oui, plus l'Ancien Testament que le christianisme. Dans la Bible judaïque ou Ancien Testament des chrétiens, il y a 4 ou 5 notions que je considère comme progressistes. D'abord, la terre promise. Bon, ce peuple qui, avec Moïse, part à la recherche de la terre promise, c'est un début du progressisme, à mon avis. Ensuite, le prophétisme, c'est ces prophètes qui se dressent contre l'avis commun pour énoncer leurs convictions. Ces gens sont des progressistes. Ensuite, l'attente du Messie, qu'on considère qu'il arrive ou qu'il n'arrive pas, peu importe, cette attente, c'est une posture tournée vers l'avenir. Ensuite, le genre littéraire apocalyptique, c'est encore un regard vers l'avenir. Qu'on le considère comme négatif ou positif, c'est encore autre chose. Mais c'est tourné vers l'avenir. Et enfin, je dirais, mais là c'est plus douteux, mais moi j'aime bien Jacques Ellul, et selon Jacques Ellul, la Bible est un appel, une invitation à la liberté. À mon avis, c'est progressiste, mais ça se discute. Enfin, sur les 4 autres points, ça me paraît peu contestable. Je sais pas. Merci. Voilà donc déjà 4 repères. Le but aussi de cet entretien, ça sera de donner des repères, parce qu'aujourd'hui le relativisme historique, le relativisme moral va bon train et on est contre ça, même si on n'est pas dans les idéologies. Alors par rapport à ce que tu viens de dire, et dans ce premier entretien, on va juste précisément poser des repères historiques sur lesquels on reviendra au cours des autres entretiens. Moi ce que je pourrais dire, mais là on ne va pas rentrer dans la discussion, c'est que chez les Aryas, les populations indo-européennes qui ont envahi l'Inde, il y avait aussi la quête d'une terre promise. Dans le zoroastrisme, il y a aussi l'idée d'une nouvelle terre et de nouveau ciel, d'un accomplissement des temps, avec l'arrivée d'un Saoshyant qui est un sauveur. Et donc il y a des choses qu'on va retrouver dans d'autres religions non chrétiennes, y compris considérées comme polythéistes. Mais c'est vrai que dans la Genèse, il y a cette idée de chute, et qu'il y a la notion, puisque le mot progrès veut dire pro, avant, et gré, qui est avancé, comme progresser, le contraire de régresser, il y a l'idée d'un processus historique. Et dans le christianisme, l'idée que le salut n'est pas apporté par la naissance à l'intérieur d'un peuple élu, ni par la connaissance de la loi, mais par la recherche de la vérité, par l'amour, par le sacrifice, notions sur lesquelles on reviendra, ça aussi, effectivement, il y a une rupture historique. Et souvent, on a fait des religions judéo-chrétiennes un peu des vecteurs de progrès, même si, et là on passe à la chute de l'Empire romain et au Moyen-Âge, tu dis toi-même, paradoxalement, que les clergés et les religions ont pu être des motifs de stagnation. Oui, le catholicisme, au moins, c'est longtemps fait immobiliste. D'ailleurs, le catholicisme, à l'époque de Bossuet, il envisage une morale figée et une société figée, à mon avis. Enfin. Voilà. Alors ça, c'est quand même pas propre uniquement au catholicisme.
quand on prend les communautés juives dans les ghettos, souvent le temps s'était arrêté. Si on prend les juifs intégristes, ou comme on dit les juifs orthodoxes en Israël, ou si on prend les Amish issus du protestantisme, ou les Ménonites, eux aussi, hein, on ne peut pas dire qu'ils croient beaucoup dans le progrès. Ah ben, ils ont apporté des changements. Alors, enfin, à mon avis, enfin, ils se sont dressés contre l'autorité de l'Église catholique. Alors, oui, non, certes. Alors, s'ils impulsent un changement, c'est qu'ils croient à un certain progrès. Enfin, moi, alors, c'est quand même un retour, pour le cas du protestantisme, c'est quand même un retour à l'Ancien Testament, à la lecture de la Bible. Ah oui, tu peux dire que c'est un retour. Voilà. Enfin, même si effectivement, par rapport à certaines choses, c'est un retour à des fondamentaux, comme le refus de la hiérarchie, la liberté individuelle, etc. C'est tout à fait... C'est aussi une conséquence de l'invention de l'imprimerie, hein, parce que c'est parce qu'on a inventé l'imprimerie que les protestants ont pu se mettre à lire la Bible et à conseiller à tout le monde de lire la Bible, chose qui était réservée au clergé dans le catholicisme. Alors là, on est à la Renaissance, où on constate aussi que les peuples, les cultures catholiques, comme l'Espagne, qui s'est énormément enrichie, voilà, là aussi il y avait presque peut-être pas une idée de progrès technologique, mais en tout cas que l'enrichissement y est allé bon train. Mais comme on pose le repère, on passe donc de la Renaissance au XVIIe siècle. Hein. Tout à l'heure, on parlait en préparant cette capsule, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, cet épisode, on parlait du XVIIe siècle hein, par rapport à l'enrichissement. Oui, mais le XVIIe siècle, c'est l'époque de la naissance des puritains, qui ont fait un éloge du travail individuel et rémunéré, qui conduira un siècle plus tard les méthodistes à faire même un éloge de l'argent. Et ces deux sectes, puritains et méthodistes, sont à l'origine du capitalisme. Et là, on est dans le protestantisme, avec l'idée que Dieu encourage la richesse, hein, c'est l'éthique du protestantisme, oui. Le livre de Max Weber au XXe siècle qui explique ça. Bien. Et au XVIIIe siècle, alors le XVIIIe siècle c'est vraiment d'ailleurs ce qu'on a appelé, non je crois que c'est le XIXe qu'on appelle le siècle du progrès, mais lui-même est dans la continuité du XVIIIe siècle. Alors cette époque des Lumières, comment parle-t-on du progrès à cette époque? Pour moi, certes des Lumières, mais d'abord, ce qui est plus marquant pour moi, c'est l'époque des méthodistes, cette secte de John Wesley, qui a fait un éloge de l'argent. Et c'est la première fois qu'on invente ce qui est pour moi une énormité par rapport au christianisme, parce que il faut avoir l'esprit vraiment tordu pour voir un éloge de l'argent dans l'évangile, dans les trois évangiles. Alors là, désolé, je t'interromps, mais on a dit qu'on posait les repères et qu'on arrive jusqu'au XXe et au XXIe siècle, donc on reviendra sur les méthodistes, hein, c'est intéressant, mais alors, le XVIIIe siècle, Adam Smith, Ricardo, c'était pas des méthodistes. Et pourtant, ils pensaient que le progrès par la richesse des nations advenait par le libéralisme, le laisser-faire, laisser-passer, et que c'était le travail qui était le vecteur du progrès, parce que l'ancien régime était tenu par deux classes qui ne travaillaient pas, à savoir le clergé et l'aristocratie, et finalement ne produisaient pas de richesse, de bien-être, et de bonheur. Et le siècle des Lumières, par la connaissance, par le travail, vient remplacer l'idée de salut spirituel ou d'héroïsme sur le champ de bataille, par lequel on gagne le salut de son âme, hein, ou par lequel on s'en oublie, par du travail qui amène le progrès, et par la connaissance. Et donc on remplace le salut par le bonheur, un bonheur apporté par la prospérité, par la clarté. Oui, est-ce que la prospérité apporte le bonheur? Ça se discute, hein, enfin bon. Voilà. Alors, et c'est aussi l'époque de la révolution industrielle, à travers quelle énergie donc? Alors, oui, pour moi, au XVIIIe siècle, les deux faits matériels importants, c'est l'invention, une qui est bien connue, celle de la machine à vapeur, et une autre, beaucoup moins, celle des cartes perforées, qui sont, je crois, le phénomène le plus important dans l'industrie du XVIIIe siècle. Et ces cartes perforées ont permis de faire marcher, par exemple, des métiers à tisser mécaniques, et ça a été
à l'origine des révoltes des canucks et des anciens tisseurs qui se sont trouvés perdre leur travail à cause de la concurrence des métiers mécaniques. Tout à fait. Alors ces cartes perforées, moi je les ai vues en Inde, dans les métiers à tisser, effectivement, et ce sont les ancêtres des cartes informatiques. Voilà. Et on parlera, avec des trous, et on parlera donc de l'informatique. 19e siècle, siècle du progrès, Oui. du positivisme, du matérialisme, avec en réaction le romantisme. Là, les choses s'emballent au 19e siècle. Oui. Et finalement, oui. C'est la construction des chemins de fer qui est un des éléments importants du progressisme du 19e siècle. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu souhaites qu'on dise sur la question? Alors non, c'est juste que le 19e siècle, c'est quand même vraiment la naissance du grand capitalisme, des énormes trusts aux États-Unis, mais pas uniquement, avec la mine, précisément, toi qui as travaillé, le charbon, l'acier, quelque part très symbolique de ce qu'on appelle l'âge de fer, chez Hésiode, qui caractérise notre âge matérialiste, l'âge noir en Inde à travers le charbon. Là, il y a des symboles forts, charbon, pétrole, tout ça, pour montrer notre âge noir. Oui, enfin moi je me représente, comme j'ai connu à Namur une mine un peu archaïque, qui est en pleine transformation, certes, je me représente vaguement ce que pouvait être la condition des mineurs au 19e siècle. Je ne vois pas où tu nous emmènes. Alors voilà, là où effectivement, pour continuer à poser des repères, c'est que, comme je le disais, le libéralisme veut libérer l'humanité de la servitude du clergé et de l'aristocratie. Donc on passe du règne de la théocratie, de l'aristocratie, au règne de la bourgeoisie. D'accord. On s'aperçoit que finalement ça mène plus à la dictature de la bourgeoisie, du libéralisme. En réaction à ça, au XIXe siècle, il y a la naissance du socialisme, avec le communisme qui prend l'hégémonie sur les autres formes de socialisme et sur l'anarchie progressivement, avec la dictature du prolétariat. Ça amène à des catastrophes au XXe siècle. Soi-disant pour nous. Le XXe siècle, oui, époque des deux guerres mondiales, c'est extrêmement cruel d'y penser. Enfin. Voilà, parce que tu dis toi-même qu'effectivement, ce qui prétendait libérer l'homme, le travail du libéralisme, ça mène à une condition ouvrière qui est extrêmement cruelle. Surtout au XIXe siècle. Après, elle s'est améliorée à partir de 1936, mais après, les ouvriers ont gagné un certain confort, mais ils se sont fait piéger par la consommation de masse à partir de 1950. Voilà. Alors justement, c'est-à-dire que là on en revient à la situation actuelle, mais le fascisme, puisqu'on était dans l'idée du progrès, de trouver des solutions, de savoir où s'arrêter dans le progrès, le fascisme se présente comme le défenseur des populations, des peuples, national-socialisme. Oui. Ça vaut aussi pour Mussolini contre l'international socialiste, Oui. du communisme, du marxisme. Et le fascisme se présente comme une protection contre l'ancien régime, contre le libéralisme et contre le communisme. Mais à nouveau, lui-même amène à d'autres horreurs comme les trois précédents. Oui. Et aujourd'hui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire qu'on est dans l'utopie, dans le messianisme scientifique, où ce sont les scientifiques qui prétendent apporter le salut à l'humanité. C'est plutôt le messianisme scientiste, et c'est pas vraiment les scientifiques, c'est ceux qui les commandent. C'est le... je sais pas si... Enfin, c'est difficile, la question est difficile à traiter, mais... Ceux qui les commandent, c'est-à-dire ? Eh bien, on doit passer sur la chaîne d'Elon Musk. Je ne sais pas si on peut faire la critique d'Elon Musk ici. Oui, alors, qui amène au transhumanisme, etc. Mais il n'y a pas qu'Elon Musk, il y a les banques, il y a les lobbies, etc. Donc, on reviendra sur ça, effectivement. Donc, c'est les technosciences, on pourrait dire. Technosciences, c'est la science utilisée pour faire de l'argent, des brevets, etc. Et une science, on pourrait dire, prostituée. Ok, on va pas tarder à arrêter. Alors, on est à Grenoble. Grenoble est une ville, on est bien placé parce que c'est une ville qui est un peu sous le signe du Verseau, la houille blanche, l'énergie nucléaire, Europe Écologie Les Verts,
le premier planning familial, le premier syndicat d'initiative. Donc ici, on croit vraiment au progrès, à la capacité aussi de retenir les effets négatifs du progrès. Hein. Donc, et donc dans les choses aussi qu'on voulait dire, c'est que on vit une période où il y a beaucoup de messianismes qui reviennent dans toutes les religions, que ce soit dans le christianisme, dans le judaïsme, dans le bouddhisme et dans l'islam, avec cette notion d'apocalypse, quelque part de révélation, d'effondrement. Ce qui caractérise notre période, c'est que les scientifiques ont des prédictions souvent aussi apocalyptiques que celles des religions. Oui, ben, moi ça peut faire sourire. Enfin, moi j'ai pas. De toute façon, moi j'ai reçu une éducation chrétienne, et cette éducation chrétienne que j'ai en partie rejetée m'a appris à ne pas avoir peur de la mort. Donc moi, j'ai pas peur de l'apocalypse, parce que j'ai pas peur de la mort. Maintenant, c'est un peu niaiseux de dire ça. Les gens qui sont plus jeunes que moi, qui ont des jeunes enfants à élever, ils voient peut-être les choses autrement. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas envie de répandre la peur, que ce soit la peur de la mort en général, ou de l'apocalypse plus spécialement. Voilà, je sais pas si... Très bien. Alors, dans les prochains entretiens, des choses qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer là, on parlera un peu de la vision de Marx, comme quoi les masses font l'histoire, et de Hegel, comme quoi ce sont les grands hommes et les individus. Hein. L'effondrement du capitalisme, l'avènement de la raison en revanche chez Hegel. Hein. Comment on est passé de l'idée de Genèse à celle d'Apocalypse par une sorte de rédemption de l'humanité. Est-ce que toute culture, comme le dit René Girard, est sacrificielle? Hein, on est passé finalement du sacrifice d'animaux, oui, de soi. René Girard, il dit non seulement que toute culture est sacrificielle, ce qui peut s'accepter, et il dit surtout que la société où il vit, la société américaine du XXe siècle, est la moins sacrificielle de toutes. Et ça, je suis un peu sceptique sur ce dernier point. Alors justement, là, juste une piste, hein, les sociétés anciennes sacrifier le désir humain à l'ordre du monde, et aujourd'hui on sacrifie l'ordre du monde à notre désir. Finalement, le matérialisme capitaliste, eh bien, il va sacrifier le monde parce que c'est notre désir qui est devenu sacro-saint, il est interdit d'interdire. Et ça aussi, quelque part, c'est sacrificiel, hein, parce que finalement, faute de se sacrifier soi-même, on va sacrifier tous les autres. Oui, par la pollution. Oui, par la pollution, par l'exploitation. Consommer, c'est consumer. Hein. Donc finalement, oui, ça aboutit... L'épuisement des richesses naturelles, voilà. C'est une question tout à fait grave et pas du tout, et tout à fait réelle. D'ailleurs, moi je pense maintenant que le prétendu développement des forces productives dont parlait Marx, c'est en fait le développement des forces destructives, parce que plus on développe les forces soi-disant productives, plus on détruit le charbon, le pétrole, le gaz, et on va se retrouver dans 100 ou 150 ans avec plus rien du tout. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir à ce moment-là reconvertir 90% des travailleurs aux travaux agricoles. Ok, eh bien on verra, hein. C'est un peu ce que disait Hésiode dans les Travaux et les Jours. Et voilà, pour finir, dans ces entretiens, ce qu'on voudra aussi, c'est donner des moyens, parce qu'il y a des moyens d'agir. Hein. Comment ne pas épuiser l'ordre du monde, mais épouser l'ordre du monde. Alors, on rappelle ton livre, Jean-Pierre, Repères en terrain effondré, c'est publié chez Brumerge. C'est un peu une encyclopédie très libre, hein, un dictionnaire, c'est classé par ordre alphabétique. Il y a beaucoup d'humour, il y a des petits dessins. On vous engage à l'acquérir et à nous suivre. À bientôt. Merci Jean-Pierre. Un mot pour finir? Oui, ce livre, tous les libraires peuvent se procurer ce livre en le commandant chez l'éditeur Brumerge. Merci, et puis on fera intervenir aussi notre ami Simon, qui est historien, au cours d'autres entretiens.